Bravo à Franck pour ce tour de force, avoir réussi à résumer autant de choses en si peu de temps. Ma mission à moi ce soir, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est d'essayer de tirer un bilan. Que faut-il penser de ces succès qu'a souligné Franck et de cette déconfiture. Mais avant de parler de Venezuela, je voudrais évidemment remercier les organisateurs de la soirée, parce que ce soir, nous inaugurons le premier Café Diplo de Grenoble. Et en ce qui me concerne, ça n'est pas sans rapport avec ma venue ici pour parler du Venezuela. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. Alors, vous le savez sans doute, à l'heure actuelle, la presse va mal. On le répète à longueur de journée, les journalistes le répètent, la presse sérieuse est menacée. Alors, les journalistes nous expliquent que la presse est menacée par Internet, par ses lecteurs qui se désintéresseraient des affaires du monde. Elle est menacée par tout un tas de phénomènes auxquels la presse elle-même ne pourrait finalement pas grand-chose. Alors, je ne suis pas entièrement d'accord avec cette vision des choses. Oui, la presse est menacée, mais elle est avant tout par sa soumission aux intérêts de la bourgeoisie. Un phénomène qui l'a reléguée au rang de courroie de transmission des pouvoirs économiques et politiques. Et on l'observe en particulier sur des questions comme celle du Venezuela. Une soumission qui l'a dépouillée de son statut de contre-pouvoir. Je voudrais étayer mes propos en m'appuyant sur les travaux d'une publication très sérieuse et peu suspecte d'idolâtrie bolchevique, puisqu'il s'agit du Financial Times, le journal des milieux économiques britanniques. En 2012, le Financial Times écrivait un papier sur la presse en France, dans lequel on pouvait lire ceci. De l'étranger, on peut avoir l'impression que la France est socialiste, mais seulement à la surface. En fait, une cabale de milliardaires exerce une étonnante emprise sur le pays. Les liaisons dangereuses entre les médias et le pouvoir politique ont atteint une sorte d'apogée sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Il n'avait encore rien vu avec celle d'Emmanuel Macron. Mais j'en reviens à la citation. Les liens de Nicolas Sarkozy avec les barons de la presse sont presque hilarants et rappellent parfois les scénarios compliqués de certaines telenovelas brésiliennes. Fin de la citation. Alors c'était en 2012, et Nicolas Sarkozy, le président, était l'ami des patrons. Nous sommes en 2017, et Emmanuel Macron, président, est la créature des patrons de presse. Le Financial Times poursuivait ainsi. Aujourd'hui, la plupart des ministres et des grands journalistes français ont étudié ensemble à Sciences Po, vivent dans les mêmes arrondissements de Paris, déjeunent ensemble et parfois couchent ensemble. Quand les journalistes français disent ces 4 vérités au pouvoir, le plus souvent c'est lors de disputes d'oreillers. À l'écrit, ils sont en général beaucoup plus prudents. Je continue la citation, de sorte que les journalistes français ont tendance à voir la France comme un endroit habité par des paysans qui sentent fort, qui votent à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Fin de citation du Financial Times. Alors, dans un tel paysage, je crois que le monde diplomatique détonne. Et ce, pour 2 raisons principales. Tout d'abord, la moitié du capital du journal est détenue par ses salariés et ses lecteurs. Ces lecteurs étant réunis au sein de l'association qui nous rassemble ce soir et qui parraine le Café Diplo, l'association des Amis du monde diplomatique. Ce dispositif capitalistique, qui fait la spécificité du monde diplomatique, est unique en France. Selon nos statuts, seuls les salariés du journal peuvent proposer un candidat à la direction du journal. Mieux, ce candidat, validé par les salariés, doit être validé une 2e fois par les lecteurs du monde diplomatique. De son côté, l'actionnaire majoritaire, qui demeure le groupe Le Monde, c'est-à-dire l'ancien trio Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre Berger, l'actionnaire majoritaire n'est en mesure que de valider la proposition des 2 autres actionnaires. Autant dire que toute velléité de nous placer sous la coupe d'un Bernard-Henri Lévy s'avérerait difficile. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que ça garantit que pour cette machine, cette entreprise qu'est le monde diplomatique, produire une information non seulement critique mais sérieuse peut demeurer une priorité. Priorité à laquelle, grâce à cette indépendance et à nos lecteurs, nous sommes en mesure de consacrer des euros.
En 2012, des calculs ont été faits concernant l'ensemble du budget reportage du site rue 89. Rue 89, vous vous en souvenez peut-être, a été créée en 2007 et se proposait de révolutionner l'information. L'ensemble du budget annuel pour les reportages du site 89 constitue moins d'argent que ce que nous dépensons pour un reportage dans le monde diplomatique. Alors, plus que mes éventuelles capacités d'analyse, c'est la qualité de cette machine à informer qu'est le monde diplomatique qui rend, pour moi, possible cette conférence ce soir. C'est le monde diplomatique, son indépendance, et donc le travail de tous ceux qui y sont vigilants, qui m'ont donné les moyens et le temps d'enquêter et de réfléchir. Du temps et des moyens, c'est précisément ce que prévoit la charte des journalistes comme seuls ingrédients dont ils auraient besoin. Du temps et des moyens, cela ressemble exactement à ce à quoi la presse a renoncé aujourd'hui. Et donc si cela est possible, je l'ai dit, c'est que le journal a su défendre sa spécificité. C'est un combat de tous les jours qui est mené par l'équipe, mais aussi par les lecteurs et par les deux personnes qui nous rassemblent ce soir. Donc un grand merci à eux. Alors je le disais tout à l'heure, on m'a demandé d'essayer d'apporter des éléments de réponse à la question quelle doit être notre position sur la question vénézuélienne. Alors, à droite de l'échiquier politique, la réponse est très simple. Elle a été formulée sur France Inter par le chroniqueur Bernard Guetta le 14 juillet dernier. La crise vénézuélienne, expliquait-il, je le cite, sonne comme un désaveu cinglant pour tous ceux qui avaient cru, un peu comme Franck, j'imagine, dans le chavisme triomphant des années 2000. En d'autres termes, nous expliquait Bernard Guetta, toute tentative de construire un projet politique distinct de celui incarné par Emmanuel Macron serait condamnée à l'échec. Ou pour le dire autrement, le ver de la dictature et de la débâcle économique aurait élu demeure au cœur du fruit de toute lutte sociale. À bon entendeur, évidemment, salut. Du point de vue des conservateurs, de tous ceux qui souhaitent nous convaincre de nous soumettre à un ordre des choses qui les sert, leur ordre, la logique est impeccable. Mais évidemment, en dépit de leurs efforts, rien ne nous oblige à les croire. Alors, je vous propose d'imaginer que le monde réel se distingue des colonnes de la presse, que dans le monde réel, contrairement à ce qui se passe dans les colonnes du journal Le Monde, d'autres analyses que celles de droite puissent exister. Et pour la gauche, c'est important parce que, au moment où Hugo Chavez apparaît sur la scène politique, le néolibéralisme a conquis toutes les forces politiques, y compris le Parti socialiste en France, piloté à l'époque par Lionel Jospin, qui expliquera à des salariés en lutte sur un parking devant une usine que non, l'État ne peut pas tout. Le néolibéralisme a conquis le Parti travailliste au Royaume-Uni, de Tony Blair. Il a conquis les forces de gauche en Allemagne, puisque c'est Gerhard Schröder qui pilote le pays. Donc, le Venezuela a intéressé la gauche, puisqu'il se passait quelque chose dans ce pays où on n'avait pas abandonné tout espoir. Mais si le Venezuela nous a intéressés lorsqu'il bouillonnait d'espoir, d'espérance, il me semble important de continuer à observer ce qui s'y passe lorsque les choses vont moins bien. Alors à gauche, lorsqu'il s'agit du Venezuela, on observe en général deux lectures possibles de la situation. La première suggère que si le roseau plie, c'est que le vent souffle. Pour le dire autrement, que les déboires de la révolution bolivarienne ne sont pas à chercher dans la révolution elle-même. Dans un ouvrage consacré au concept de contre-révolution, le chercheur américain Greg Gandin expliquait en 2010, je le cite, « En général, les analyses de la gauche sur les échecs de la gauche se concentrent sur l'incapacité du nouveau monde à naître. Elles sous-estiment mécaniquement la violence idéologique et institutionnelle qui permet au vieux monde de refuser de mourir. Pas de révolution sans contre-révolution, en somme. Et dans le cas du Venezuela, on pourrait même inverser la formule. Franck l'a suggéré tout à l'heure. Pas de révolution sans contre-révolution. Tant à chaque étape, c'est le refus de l'oligarchie d'accepter la moindre concession, la moindre once de pouvoir au peuple, qui conduit à une radicalisation du processus bolivarien.
Comme l'a dit Franck, il faut se souvenir que le modèle d'Hugo Chavez, lorsqu'il parvient au pouvoir, c'est en effet Tony Blair. Il veut donner un visage humain au capitalisme. Il est confronté directement à l'opposition frontale des puissants. Alors d'autres, dans sa situation, auraient vite renoncé à leur projet. Vous vous souvenez peut-être que François Hollande avait promis, dans la campagne présidentielle qu'il avait portée au pouvoir, qu'il irait renégocier les traités européens à Berlin. Eh bien, sa motivation, sa détermination avait duré à peine 24 heures, le temps d'un aller-retour à Berlin. Hugo Chavez a procédé autrement. Un obstacle se dressait devant lui, il se radicalisait. L'oligarchie refusait la redistribution. Au début de son mandat, il passa des décrets-lois ambitieux pour leur forcer la main. L'opposition, le patronat, tente de le renverser en 2002, lors du coup d'État dont on a parlé il y a un instant. Hugo Chavez répond en organisant des programmes sociaux ambitieux, en contournant l'appareil d'État sclérosé et en jetant les bases d'un État parallèle. Le patronat refusait de produire, il nationalisait. Au Venezuela comme ailleurs, donc, le couple contre-révolution-révolution a opéré un pas de deux que le pôle révolution a souvent remporté, jusqu'à récemment. Toujours selon cette grille de lecture, donc, qui nous explique que le Venezuela subit les attaques des forces contre-révolutionnaires, le pays est aujourd'hui la victime d'une tentative de déstabiliser le gouvernement. Jusque-là, difficile d'être en désaccord. On connaît l'intérêt de Washington pour son arrière-cour, et on connaît aussi l'intérêt de la bourgeoisie pour son patrimoine. Aucune véritable surprise, donc, à ce que ces deux acteurs liguent leurs forces pour mettre un terme à une tentative de construction du socialisme. Mais que disent encore les défenseurs de cette grille de lecture, dont je précise qu'elle est également la lecture préférée du gouvernement de Nicolás Maduro? Que la tentative de déstabilisation que subirait le Venezuela aujourd'hui s'organise autour d'une guerre économique. On pourrait résumer la thèse de la façon suivante: l'élite économique du pays aurait rompu, décidément du mal, une sorte de pacte démocratique par lequel, entre deux tentatives de putsch, elle acceptait de jouer son rôle pour faire tourner l'économie du pays. Le secteur économique vénézuélien, qui ne produit presque rien et se contente d'importer et de revendre ce que le pays consomme, aurait orchestré les pénuries pour exacerber les tensions sociales jusqu'à ce qu'une intervention de Washington, par exemple, puisse être légitimée aux yeux du monde. Bref, le pays subirait quelque chose qui ressemblerait aux semaines ayant précédé le coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili. Cette grille de lecture, qui exonère les chavistes de toute responsabilité, ne me convainc pas entièrement. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. Et pour le faire, j'ai imaginé une métaphore. Si vous tombez de vélo et que vous vous faites une fracture ouverte, des bactéries parasites vont profiter de vos déboires pour coloniser la plaie. Suffira-t-il de vous asperger de désinfectants pour que les choses rentrent dans l'ordre? Sans doute pas. Il me semble que le Venezuela se trouve dans une situation similaire à celle de mon cycliste. Le pilote a commis une embardée, malheureusement la route était mauvaise, il a chuté, s'est brisé le fémur et a tendance à reprocher son état aux bactéries qui se contentent de l'empirer. Alors évidemment, cela ne veut pas dire que la présence de bactéries est anodine. On meurt tous les jours de septicémie. Mais ce qui me semble important, c'est de dire qu'on ne résorbe pas une fracture ouverte en aspergeant une plaie de mercurochrome. Je vais rentrer un peu dans les détails. Dans un article récent, l'économiste et ancienne vice-ministre chaviste Pascualina Curcio explique que, selon elle, l'un des principaux fléaux économiques vénézuéliens, l'inflation, serait dû à l'activité d'un site internet basé à Miami, un site qui s'appelle Dollar Today. Tous les jours, le site affiche ses estimations de la valeur du bolivar, la monnaie vénézuélienne, par rapport à la valeur du dollar ou de l'euro sur le marché noir. Or, cette valeur du bolivar par rapport au dollar dégringole. Début novembre 2016, il fallait 2500 bolivars pour acheter un dollar sur le marché noir. Un mois plus tard, il en fallait 3500. Avant-hier, il en fallait 35 000. Aujourd'hui, il en faut 40 000.
peu de pays connaissent un taux d'inflation similaire sans heurter le mur à un moment ou à un autre. Mais pour l'économiste que j'ai cité, la faute incombe à Dollar Today, qui, sous prétexte de rendre compte de l'inflation, l'alimenterait en affichant des taux alarmistes. Alors, si vous consultez la page de Dollar Today, vous n'aurez pas longtemps de doute sur les préférences politiques de ces animateurs. Mais si l'analyse de Curcio, de cet économiste, était juste, il suffirait de fermer le site Dollar Today pour que la situation d'inflation se résorbe. Mieux, l'inflation au Venezuela serait un phénomène aussi récent que la création du site Dollar Today, qui n'a que quelques années. Or, c'est tout le contraire. Le Venezuela ne découvre ni l'inflation, ni les pénuries, dont vous avez vu des images tout à l'heure. C'est ce que démontre une consultation d'archives à laquelle je me suis livré, d'archives qui datent bien avant l'arrivée d'Hugo Chavez au pouvoir. Tout à l'heure, Franck vous a parlé du Caracazo, qui a eu lieu en 89. Eh bien, j'ai regardé les archives qui précédaient le Caracazo, en janvier 1989. Qu'est-ce qu'on pouvait lire dans les journaux vénézuéliens? Je cite: « Le café, le pain, l'huile et le papier hygiénique ont disparu. Il ne s'agit pas d'un problème de spéculation, mais de pénurie. » Deuxième titre: « Il n'y a plus de farine de blé. Le pain a disparu. » Troisième titre: « Psychose de la pénurie. » Puis, sous une photo d'étalage vide qui ressemble à celle que vous avez vue tout à l'heure, en lettres énormes, « Il n'y a plus rien. » Alors, si on reprend la grille de lecture que je m'efforce de vous exposer depuis tout à l'heure, selon laquelle le Venezuela subit une guerre économique, il faudrait en déduire qu'en janvier 1989, où le pays subissait des pénuries, eh bien, le Venezuela subissait déjà une guerre économique, menée sans doute par Washington et le secteur privé. Manque de chance, le président de l'époque, Carlos Andrés Pérez, était en train de mener une politique néolibérale qui ravissait Washington, et sans doute aussi le secteur privé. Mais je continue à développer la thèse de la guerre économique qui s'appuie sur un paradoxe pour démontrer que cette guerre existerait bien. Le paradoxe est le suivant. D'un côté, le montant des devises, des dollars, alloués par l'État vénézuélien aux importateurs n'a pas diminué. De l'autre, pourtant, les quantités de produits que l'on trouve sur les étals, ces quantités ont été amputées. Conclusion, donc, selon cette thèse, le secteur privé aurait pris les dollars, renoncé à les utiliser pour importer, de sorte à plonger les Vénézuéliens dans la détresse. Mais le Venezuela est dans une situation économique assez particulière puisque depuis 2003, il a mis en place un contrôle d'échange pour essayer de lutter contre la fuite des capitaux de tous les nantis vénézuéliens qui cherchaient à protéger leur pécule. L'instauration de ce contrôle d'échange implique que seul l'État vénézuélien est en mesure de distribuer les dollars dont les entreprises ont besoin pour commercer. En d'autres termes, le gouvernement contrôle la quasi-totalité de la circulation de devises. D'où des questions évidentes. Si les importateurs n'importent pas, pourquoi est-ce que l'État continue à leur allouer des devises? Pourquoi ne cherche-t-il pas d'autres importateurs? Et si ces autres importateurs qui réellement importeraient, s'ils n'existent pas, pourquoi est-ce que l'État ne nationalise pas le secteur du commerce extérieur afin de garantir l'approvisionnement des échoppes vénézuéliennes? À ces questions, la grille de lecture de la guerre économique ne répond pas. Pourtant, elle est lourde de conséquences politiques. Cette grille de lecture, qui suggère que les patrons et Washington ont unilatéralement agressé le pouvoir, engendre une réponse nécessaire. Si vous êtes agressé, vous répondez. Si un État est agressé, il contre-attaque. Il contre-attaque sur le plan politique. Et c'est en substance que l'on a observé à travers un raidissement politique, parfois policier, du gouvernement Maduro. Mais si l'on imagine que les problèmes rencontrés par le Venezuela ne sont pas neufs, qu'ils découlent de son héritage rentier dont on a parlé tout à l'heure, que donc la crise n'a pas été provoquée par les patrons, mais qu'elle a été aggravée par les patrons, par leur volonté de se débarrasser de Chavez, eh bien, les conséquences politiques sont extrêmement différentes. Selon cette analyse, vous ne décidez pas d'adopter une stratégie politique de répression sur les patrons,
mais vous identifiez le domaine dans lequel il vous faut agir, celui de la politique économique. En 2003, je l'ai dit, le Venezuela s'est doté d'un contrôle des changes, ainsi que d'un double taux de change, afin de réorienter l'économie vers ses besoins essentiels. Je vais peut-être faire une parenthèse ici pour détailler le mécanisme de la maladie hollandaise qu'on a évoqué tout à l'heure. L'une des raisons pour lesquelles les pays rentiers, comme le Venezuela, ont du mal à développer un appareil productif est liée à une question de valorisation des monnaies. Lorsque vous vendez énormément de matières premières, comme le pétrole, vous avez, en échange de cette sortie de matières premières, une entrée massive de dollars, de devises fortes. Cette entrée massive de devises fortes va mécaniquement augmenter la valeur de votre propre monnaie. Lorsque vous disposez d'une monnaie dont la valeur est très importante et que vous cherchez à vendre vos produits à l'extérieur, ils coûtent beaucoup trop cher. Vos produits ne sont pas compétitifs. En revanche, puisque votre monnaie est très très forte, il est très bon marché pour vous d'importer, de consommer. De sorte que la machine économique vénézuélienne ressemble à un robinet. Le robinet que serait l'État, chacun cherche à ponctionner une partie de l'argent qui provient de la rente pour acheter peu cher à l'étranger des produits que l'on revend sur place. Mais sur place, on ne produit quasiment rien. De façon à essayer d'améliorer ce système, le Venezuela, donc, en 2003, introduit un deuxième taux de change. Et donc, essaye d'adapter la valorisation de sa monnaie pour rendre ses produits plus compétitifs. Le dispositif n'était pas neuf, il avait été installé, mis en œuvre 10 ans auparavant. Mais, à l'époque, la mesure avait été trop prolongée et elle avait favorisé l'essor de la corruption. Et au Venezuela comme ailleurs, les mêmes causes ont souvent les mêmes effets. À partir de 2003, le Venezuela connaît un essor fantastique de la corruption. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Sur la base des taux de change pratiqués aujourd'hui, un haut fonctionnaire vénézuélien qui serait en mesure de s'approvisionner en dollars au taux préférentiel, pouvait acheter 100 dollars pour environ 1000 bolivars. 100 dollars pour 1000 bolivars. Il pouvait immédiatement les revendre, toujours à un taux officiel mais non préférentiel, pour 333 600 bolivars. Il les achète 1000 bolivars, il les revend plus de 300 000 bolivars. Mais si d'aventure il optait pour le marché noir, pour revendre ces bolivars, ce n'est pas 300 000 bolivars qui pouvaient revendre ces 100 dollars, mais 4 millions. 4 000 fois plus. Le tout en quelques minutes. Par ailleurs, la fixation de la parité a conduit à une survalorisation, je l'ai expliqué, de la valeur du bolivar, qui a renforcé mécaniquement le poids des importateurs et invité certains à surfacturer leurs opérations, sans doute avec la bénédiction d'une partie de l'appareil d'État. Dans ces conditions, les devises allouées aux importateurs, qui ne se transforment pas en produits dans les boutiques, n'ont pas été, ou bien pas toutes, détournées par des idéologues anti-chavistes. Elles ont tout simplement été subtilisées par des capitalistes qui avaient perçu un moyen efficace de gagner très rapidement beaucoup d'argent. Est-ce que c'est un détail? Je ne le crois pas, car on ne lutte pas de la même façon contre des opposants politiques et contre des opportunistes que sa propre action a rendu puissant. Nous sommes donc à mes yeux dans une situation paradoxale où le gouvernement reproche, je crois de façon erronée, au secteur privé de l'empêcher de poursuivre une politique économique elle aussi erronée. Or, il existe un autre reproche que les chavistes pourraient légitimement formuler à l'encontre des élites économiques du pays, celui de les avoir empêchés de mettre en œuvre leurs projets initiaux, bien plus pertinents, visant à sortir le Venezuela de sa situation de dépendance vis-à-vis du pétrole, de sa situation de dépendance vis-à-vis de la rente. Ces projets, Chavez en disposait, de façon plus ou moins aboutie, au début de son mandat. Mais on connaît la suite, puisque Franck l'a exposé. Coup d'État en 2002, grève patronale, on parle de lockout en 2003, sans parler de toutes les tracasseries que l'appareil d'État antichaviste a imposées aux nouveaux venus, de sorte que confronté à une opposition qui n'acceptait pas la règle du jeu de la démocratie libérale, Chavez a dû trouver d'autres moyens pour tenter de la domestiquer. Allouer des devises aux patrons qui acceptaient de lui foutre la paix était l'un de ces moyens. C'était une petite concession au moment où elle a été formulée,
elle allait être lourde de conséquences, puisque, à mes yeux, elle est directement liée à la crise que l'on observe aujourd'hui. Anecdote assez parlante, lors de son premier discours en tant que chef d'État, Hugo Chavez a pris la parole devant l'Assemblée nationale et a expliqué que le nouveau Venezuela qui devait naître devait éviter les erreurs du passé. Quelles étaient les erreurs du passé? Eh bien, il les définissait par l'accumulation de petites erreurs qui conduisaient à la catastrophe. Et il citait la théorie des catastrophes. Selon cette théorie, les catastrophes ne naissent pas du jour au lendemain. Elles apparaissent lorsque des petites dérives dans un système donné qui tourne ne sont pas corrigées. Cette petite dérive influe sur le système, s'ajoute une deuxième dérive à laquelle on n'apporte aucune réponse, puis une troisième, et là le phénomène, tel une boule de neige, se développe et la catastrophe advient. C'était précisément cela que Chavez voulait éviter au Venezuela lors de sa prise de pouvoir. Alors, j'en reviens à ma question initiale. Quelle attitude adopter pour la gauche vis-à-vis de la crise vénézuélienne? La première lecture, celle de la guerre économique, exige de nous une solidarité totale devant l'agression que subirait le Venezuela. La seconde grille de lecture, celle qui alloue une part de la responsabilité aux chavistes aujourd'hui, est moins confortable. Loin du Venezuela, il est tout à fait possible d'adopter un regard solidaire mais critique. Dans les salons, les amphithéâtres ou les bureaux de journaux, cela ne pose aucun problème. Mais dès lors que l'on estime que la politique consiste à autre chose qu'à faire de jolies phrases, une question vient nécessairement. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qu'on soutient? Et il me semble qu'à l'heure actuelle, la situation au Venezuela, telle qu'elle se présente aux forces de gauche qui y sont présentes, est caractérisée par deux aspects. Le premier a été évoqué tout à l'heure, c'est la menace américaine. Certes, nul n'est obligé de croire toutes les déclarations de Donald Trump. Néanmoins, le 12 août, il a dit, et je le cite, « Différentes options s'offrent à nous concernant le Venezuela, et je tiens à dire que je n'exclus pas une intervention militaire. » Il faut comprendre que ces propos ont embarrassé jusqu'aux gouvernements les plus droitiers de la région, qui jusque-là avaient dénoncé la dérive dictatoriale du Venezuela. Soudain, ils condamnaient Washington pour des menaces interventionnistes d'un autre âge. L'autre réalité de la crise vénézuélienne à laquelle la gauche est confrontée, c'est qu'il ne suffit pas de désirer l'existence d'une troisième force, d'une force progressiste capable de défendre une autre conception de l'héritage chaviste pour qu'elle apparaisse. Sur le terrain, il n'est pas possible de se réfugier dans le souhaitable, il faut composer avec le réel. Dans ces conditions, une petite partie de la gauche vénézuélienne s'est rapprochée de l'opposition. Une opposition souvent raciste, revancharde et néolibérale. D'autres interrogent qui, aujourd'hui, est en mesure de mobiliser à gauche, en dehors du parti de Nicolás Maduro, le Parti socialiste unifié du Venezuela, et ils connaissent la réponse. Personne. Ils déversent donc leurs forces dans la lutte contre l'opposition, tout en regrettant sans doute d'avoir à se rallier à une bannière aussi peu ragoûtante que celle de Nicolás Maduro aujourd'hui. Mais rares sont les militants politiques qui parviennent à échapper à ce type de frustration. À la suite des élections régionales de la semaine passée, je crois qu'une nouvelle phase s'ouvre. Outre la victoire des chavistes dans 18 États contre 5 pour l'opposition, l'aspect le plus important à mes yeux est le suivant. L'opposition, dont Franck l'a dit tout à l'heure, la cohésion ne provenait que du désir commun de renverser les chavistes, cette opposition s'est divisée sur la question de la participation au scrutin. D'un côté, les radicaux, agglomérés autour de Leopoldo López et de son parti, Primero Justicia, sont partisans d'un renversement violent, voire d'une intervention militaire étrangère. Ils ont donc refusé de participer au scrutin. Leur logique était la suivante: pourquoi apporter notre caution à un vote organisé par un pouvoir dont on dénonce l'illégalité, l'illégitimité? À côté de ces radicaux, des modérés, notamment d'Action démocratique, partisans d'une voie plus pacifique et d'une participation aux élections, expliquant, sans doute à raison, que la population vénézuélienne est lasse de la guérilla urbaine qui bouleverse sa vie. Or, on sait que depuis des mois,
les franges les plus modérées et du chavisme et de l'opposition se concertent discrètement. Parce que chez les chavistes et au sein de l'opposition, on est embarrassé par ces franges les plus délirantes, les plus violentes, qui existent de part et d'autre. Il semblerait donc qu'à l'issue du scrutin, Action démocratique, la frange modérée, voit sa position renforcée et éloigne, au moins un temps, les menaces de renversement du pouvoir chaviste. Cela constituerait donc un moment idéal pour mettre enfin en œuvre les mesures nécessaires sur le plan économique. Or, pour l'instant, on ne voit rien venir. Aucune des lois annoncées par Nicolás Maduro et l'Assemblée nationale constituante qui a été mise en place récemment, aucune de ces lois ne prend à bras le corps le problème principal du pays, l'existence d'un taux de change multiple, générateur de corruption et d'inflation. Alors, comment interpréter ce qui s'annonce comme un nouvel échec? Sans doute par le fait qu'au sein du mouvement chaviste, les militants réellement désireux de construire le socialisme, impliqués dans les mouvements de participation populaire, voient quotidiennement leur travail entravé par d'autres qui ont bien compris que revêtir une chemise rouge offrait un moyen de s'enrichir rapidement. Pour cela, le socialisme ressemble à la fraternité d'Emmanuel Macron, un hocher que l'on agite pour détourner l'attention. Les militants déterminés à construire le socialisme n'ont plus beaucoup de temps pour renverser ces parasites. Y parviendront-ils? C'est toute la question. Je vous remercie pour votre attention.